Bienvenue dans un lancement de livre. C'est ça qu'on fait ce matin. C'est le lancement d'un titre, d'un livre que vous connaissez peut-être que vous connaissez la série de livres qui va avec ça. Moi, j'avais envie de faire un lancement pour ce livre-là, puis je me demandais comment faire pour faire un lancement euh, pour qu'il y ait des gens avec qui je peux parler de ce livre-là, puis je ne savais pas trop quoi faire. Puis je me suis dit, tiens, moi, je fais des trucs avec les écoles, beaucoup avec les élèves. J'aime beaucoup parler aux élèves. C'est un livre pour les élèves. Alors pourquoi est-ce que je ne fais pas un lancement avec des élèves? Là, je me suis dit, ben, si je choisis une ville pour faire mon lancement, ben, je ne le ferai pas 8 fois là, dans plein de villes différentes. Je me suis dit, ah, tiens, je pourrais utiliser mon système avec lequel des fois je fais des rencontres et tout ça pour pouvoir parler de ce livre-là puis faire le lancement avec les élèves. Donc, voici, bienvenue au lancement du livre Prisonnier de l'école, qui est le dernier livre de la série des prisonniers dans la collection Zèbre chez Bayard Canada. Si tu ne sais pas c'est quoi la collection Zèbre, ça se peut très bien. C'est des romans qui s'adressent aux 10-14 ans à peu près, donc de quatrième année à secondaire 2, selon les titres. C'est une collection de romans qui ne sont pas très longs, qui sont souvent qui jouent beaucoup sur la forme dans le livre. Donc, oui, il y a des paragraphes de texte, mais il y a aussi des illustrations, des tableaux, des graphiques, toutes sortes de façons d'amener de l'information et d'amener le lecteur à vivre une expérience de lecture. Moi, j'ai écrit dans cette collection-là une série de 4 romans qui s'appelle Les prisonniers de. Fait que là, ce que je vais faire ce matin avec vous autres, c'est que je vais vous expliquer un petit peu les 4 romans. Donc, il y en a, je sais que j'ai déjà vu parmi vous qui savent là, un petit peu déjà c'est quoi les 2 premiers romans peut-être, ou même les 3 premiers. Mais on va faire un topo vite, vite. On va parler après ça de comment j'en suis venu à écrire Prisonnier de l'école. Et je vais vous donner un petit peu des détails sur comment j'ai pensé cette histoire-là et comment ça se déroule, ce roman-là. Puis après ça, ben, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'en vient pour la suite avec tout ça. Si en cours de route, tu as des questions, tu peux le dire à ton prof qui va pouvoir me l'écrire dans le chat. Ou peut-être que là, vous êtes quand même une dizaine, 12 classes, je pense. Donc, à la fin, quand on sera rentré à la période de questions, si tu veux lever ta main pour poser ta question, puis t'approcher du micro, puis ouvrir le micro, on pourra le faire comme ça si on a du temps aussi. Mais en attendant, si vous en avez, vous pouvez les écrire dans le chat. Ça va être plus facile aussi d'avoir une trace de ça, puis de s'en servir en cours de route. C'est bon? Fait que je ne sais pas trop peser sur mon bureau, ça fait branler la caméra. Donc, voilà. Je m'appelle Mathieu Fortin, je suis écrivain et j'aime beaucoup raconter des histoires et je fais ça depuis très longtemps. Et à un moment donné, j'ai eu une idée. J'étais dans un centre d'entraînement, dans un gym. Je courais sur le tapis roulant. Je cours pas très vite, mais j'aime courir. Et là, je courais sur le tapis roulant à ma petite vitesse, là. Et tout à coup est arrivé un grand sportif, très musclé, très bâti, avec un chandail très moulant sur ses gros muscles. Et il s'est installé sur le tapis roulant à côté de moi. Et il s'est mis à courir à une vitesse que j'atteindrai jamais. Et là, c'est vrai 100% ce que je te raconte là en passant. Après 2-3 minutes, il est plein de sueur. Tu sais, puis c'est pas de la petite sueur douce qui coule, là. C'est de la sueur style arrosoir un peu, là. Tu sais, il projette beaucoup sa sueur, c'est dégueulasse. Il est tout rouge. Son chandail moulant, encore plus moulant, plein de sueur. Et là, il débarque du tapis roulant. Après 2-3 minutes, il sort son cellulaire et il se prend en photo. Et il s'en va. Il est juste venu faire ça. Il a fait semblant de s'entraîner pour pouvoir prendre une photo en sueur au gym. Pour montrer aux gens après, j'imagine, ou pour mettre sur Internet, pour dire, regardez comment moi je m'entraîne, comment je suis fort, comment je suis hot, tu sais, de faire ça. Mais moi, je sais qu'il a triché. Je sais qu'il a fait semblant. Et là, ça m'a fâché. Parce que moi, je fais des efforts pour être en santé, pour être en forme. Puis lui, il fait semblant. Et là, ce petit sentiment-là de frustration, là, je me suis dit, oh, là, il y a quelque chose d'intéressant là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, je me suis dit, en fait, moi, là, ça me donne un petit peu envie, tu sais, de me venger de ce gars-là qui fait semblant de s'entraîner. Donc, le gym, le lieu, la bâtisse, la salle d'entraînement, peut-être que, et sa seule raison d'être, c'est que les gens soient plus en forme, plus en santé. Est-ce que le gym pourrait être fâché de voir des gens faire semblant? Et si oui, est-ce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, le gym pourrait torturer les gens?
C'est comme ça les idées que ça apparaît dans ma tête. Alors là, j'ai écrit à mon éditeur. Quand je suis arrivé à la maison, l'éditeur, c'est la personne qui fait des livres, hein. Donc, je lui ai écrit pour lui dire, écoute, j'ai une idée, c'est un roman d'horreur pour les ados avec un centre d'entraînement, un gym qui torture les gens. Et là, mon éditeur me dit, oh, c'est une bonne idée, mais c'est drôle, en fait. Ça fait peur un peu, peut-être, mais c'est drôle. Donc, il m'a dit, est-ce que tu voudrais écrire un roman pour les un peu plus petits? Donc, pas les ados, les pré-ados et les débuts d'ados. Un roman drôle, mais qui fait peur en même temps. Et là, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, j'ai écrit cette histoire-là dans un gym où chaque exercice est une torture avec un personnage qui doit trouver comment libérer les gens qui sont là. Au départ, je ne savais pas trop quoi faire jusqu'à ce que je me dise, oh, mais mon personnage principal, lui, il n'aimera pas le sport. Et sa famille vont être des obsédés du sport. Donc, eux, ils vont être partis s'entraîner et lui, il va aller les chercher. Et c'est comme ça que j'ai créé Elliot, le personnage principal. Est-ce qu'il y a des Elliot parmi vous? Excellent, je vois des mains qui se lèvent. Donc, Elliot, le personnage de mon roman, c'est un petit garçon intelligent, un petit garçon qui n'est pas très sportif, qui aime beaucoup penser, qui aime beaucoup analyser, qui est très capable de résoudre des énigmes et de trouver des solutions à des pièges. C'est comme ça que je construis mon petit Elliot, qui n'aime pas le sport, mais qui va aller libérer sa famille au gym. Fait que j'écris cette histoire-là avec plein de trucs. Là, par exemple, les haltères que tu peux lever. Plus tu lèves les haltères, plus tu rapetisses en pleurant. Donc, il faut qu'Eliot trouve une solution à ça. Il se rend compte que de raconter des blagues, c'est peut-être une solution à ça. Donc, raconter des blagues plates, c'est encore mieux parce que ça fait beaucoup rire. Donc, je construis le roman comme ça. À la fin, la famille d'Eliot, ils sortent. Ils sont peut-être pas 100% intacts, mais ils sortent. Le roman, c'est ça. Il sort en octobre 2018. Ça fait longtemps qu'il est sorti ce livre-là. Et ça marche bien. Il y a des profs qui le découvrent, qui le font lire en classe, qui l'utilisent en classe, qui m'invitent à venir parler en classe. C'est très cool. Et quelques semaines plus tard, c'est bientôt Noël. Et je me fais demander par ma blonde, ma conjointe, si j'ai acheté les cadeaux de Noël que je dois acheter parce qu'on se sépare la tâche. Et évidemment, je réponds non, parce qu'il reste du temps avant Noël. Et ma blonde m'a fait une petite blague, une blagounette, là. Elle m'a dit, fais attention, parce que si tu prends trop de temps pour acheter tes cadeaux de Noël, le centre d'achat pourrait se fâcher puis vouloir te garder prisonnier. Fait que là, j'avais prisonnier du gym. Il se passait à l'Halloween. Puis là, ben, je me retrouvais avec une idée pour faire un prisonnier du centre d'achat avec Noël. Donc, j'en ai parlé à mon éditeur qui m'a dit, oh, on aime beaucoup l'idée. Et c'est comme ça que j'ai écrit Prisonnier du centre d'achat où Elliot et sa famille sont encore prisonniers d'un endroit, mais cette fois-ci, c'est dans le temps de Noël, la veille de Noël, et ils sont prisonniers dans un centre d'achat. Ça reste comme ça. Le livre sort en novembre 2020 et ça marche super bien. Je suis très content. Il y a beaucoup de profs qui l'utilisent cette année-là déjà. Puis, bon, ça va bien. Beaucoup de jeunes qui avaient lu Prisonniers du gym qui veulent lire Prisonniers du centre d'achat. Je suis très content. Moi, j'aime beaucoup ça quand mes histoires sont lues. Fait que là, ça me rend très heureux. Quelques semaines après Noël, mon éditeur m'appelle pour me dire, écoute, les ventes sont bonnes, les profs embarquent, on a beaucoup de commentaires. Fait que c'est parfait. Et mon éditeur me demande qu'est-ce que je fais de mes journées dans ce temps-là de l'année. Et je réponds, mais en fait, dans ma famille, dans ma belle famille, il y a une cabane à sucre. Donc, j'aide mon beau-père à peut-être un peu préparer la cabane à sucre pour pas qu'il reste prisonnier là-bas pendant des semaines à faire bouillir l'eau d'érable tout seul. Et mon éditeur me dit, t'es pas game d'écrire ça, prisonnier de la cabane à sucre. Et j'ai relevé le défi. Donc, prisonnier de la cabane à sucre qui se passe à Pâques avec la famille d'Eliott qui est prisonnière de la cabane à sucre où ils s'en vont passer Pâques. Et Prisonnier de la cabane à sucre, c'est supposé être le dernier roman de la série. C'est ce que mon éditeur me dit. Il me dit, là, peux-tu faire une fin à cette histoire-là? On va arrêter là. 3 romans dans la collection Zeb, c'est assez pour une série comme ça. Donc, à la fin, il y a une vraie fin. Il y a une espèce d'explication à pourquoi Elliot et sa famille sont toujours prisonniers d'endroits comme ça lors de fêtes. Donc, il y a une explication à la toute fin que je peux vous révéler un petit peu quand même, là, mais ça va pour la suite, tu vas avoir besoin de le savoir de toute façon. Donc, mais ça reste comme ça. C'est supposé être la fin.
Sauf qu'à la fin du livre, le mot fin n'est pas écrit. C'est écrit « Il espère que tout ça est terminé ». Mais le mot fin n'est pas écrit. Donc, ça veut peut-être dire que mon éditeur, à quelque part, acceptait l'idée qu'il y a peut-être une suite. Donc, Prisonnier de la cabane à sucre, qui sort l'année passée, en février 2022, et les ventes sont super bonnes. C'est important, cette affaire-là, que les ventes soient bonnes, parce que si les ventes ne sont pas bonnes, c'est sûr qu'on ne peut pas en faire un autre. Mais quand les ventes sont bonnes, pourquoi pas? Fait que là, mon éditeur me dit, OK, les ventes sont super bonnes, on est content, les commentaires sont très bons en plus. Tu sais, beaucoup d'écoles qui écrivent à l'éditeur pour dire enfin un roman qui se passe dans une cabane à sucre, c'est tellement cool, on est vraiment content. C'était une super idée, merci beaucoup. Fait que mon éditeur, il m'appelle en juin, donc quelques mois après la sortie du livre, pour me dire tout ça. Et moi, j'en profite pour lui dire, écoute, c'est le fun, hein? On a fait l'automne, l'hiver, le printemps, manquerait l'été pour faire les 4 saisons. Fait que mon éditeur me dit, ah oui, c'est pas fou du tout, mais il n'y a pas de fête l'été qui est le fun, là. Tu sais, parce que là, on a l'Halloween, Noël, Pâques. Quelle serait la fête d'été qu'on pourrait utiliser? Fait que là, moi, je réfléchis, tu sais, puis je me dis, ben, il y a la Saint-Jean-Baptiste. Prisonnier de la Saint-Jean-Baptiste, ça peut être le fun, peut-être. Il y a la fête du Canada. Il y a la fin de l'été, en début septembre, là, avant qu'on tombe en automne, la fête du travail, la fête préférée des enfants, évidemment. Fait que là, je ne sais pas quoi faire comme fête. Et l'idée, c'est que je pense à un moment donné là-dedans à une journée super importante pour les enfants, mais que les adultes en général, à part peut-être les profs, là, c'est une fête qu'on oublie, nous, à laquelle on ne pense pas, qui est la dernière journée d'école, le party de fin d'année à l'école. C'est une fête importante pour les enfants. Donc, c'est ce que je propose à mon éditeur. Et là, je veux que tu vois peut-être la progression, mais le titre Prisonnier du gym, il est plus court que Prisonnier du centre d'achat. Prisonnier du centre d'achat, le titre, il est plus court que Prisonnier de la cabane à sucre. Fait que moi, je lui suggère qu'on fasse Prisonnier du party de fin d'année à l'école primaire pour que le titre soit encore plus long. Mais il m'a dit non, là, ça fait, on va faire l'école, ça marche. Donc, Prisonnier de l'école. Sauf que là, il y a une fin dans Prisonnier du centre de la cabane à sucre. Il y a une fin. Le personnage, il se réveille, il apprend qu'il est diabétique et on lui explique qu'il a fait un coma diabétique. Ça veut dire qu'il était, peut-être qu'il a fait des hallucinations, peut-être qu'il a fait des rêves bizarres. Fait que là, Elliot, il se dit, ah, ben, peut-être que tout ce que j'ai vécu dans les 3 dernières fêtes, c'est à cause de mon diabète, qu'on ne savait pas c'est quoi. Le diabète, c'est quand ton corps, il ne contrôle pas bien là, comment le sucre est utilisé dans ton corps. Puis ça peut causer des fois que tu fais un coma diabétique, donc que tu tombes dans une espèce d'état où tu n'es pas tout là, mais tu es peut-être conscient de certaines choses ou pas. Puis quand tu manges beaucoup de sucre, le diabète, il se contrôle mal, là. Puis là, ben, ça donne que Elliot il a vécu des aventures étranges à l'Halloween, à Noël et à Pâques. 3 fêtes où on ne mange pas du tout de sucre, évidemment. Hein? Personne ici parmi vous mange des bonbons à l'Halloween, mange poule de dessert à Noël ou mange du chocolat à Pâques ou de la tire d'érable à la cabane à sucre, tu comprends? Fait qu'Eliott, il avait mangé beaucoup de sucre. Fait que là, il se dit, ah ben ouais, c'est à cause de mon diabète. Et ça finit comme ça, Prisonnier de la cabane à sucre. OK? C'est comme l'espèce de fin de la série, en théorie. Donc là, ça me prend une façon de continuer cette affaire-là. Donc, je me dis, comment je pourrais faire ça? Et j'allume là-dedans que, à mesure qu'on avance dans la série, le monstre, on le dévoile de plus en plus. Dans le gym, vers la fin, il y a l'entraîneur, qui est le monstre final du jeu, qui dit à Elliot, ah, je vais te manger, puis ça va être fini comme ça. Mais ça ne marche pas. Elliot, il survit avec sa famille. Dans le centre d'achat, on voit encore le monstre une petite affaire plus en cours de route. Il prend la forme des lutins, entre autres. Dans Prisonnier de la cabane à sucre, il y a le lapin de Pâques qui intervient au début et à la toute fin. À la toute fin, le lapin de Pâques, très gros, très fâché, qui dit à Elliot, je vais t'emprisonner grâce à ma tire d'érable, puis tu ne pourras pas te sauver. Donc, c'est le monstre qui est en arrière, qui veut manger Elliot, qui est là. Donc, pour Prisonnier de l'école, je me suis dit, ça pourrait être ça mon début, ça pourrait être comme ça que ça fonctionne. Le monstre, c'est lui qui va parler. C'est le monstre qui va raconter un peu son histoire. C'est le monstre qui a faim.
parce qu'il n'a pas pu manger. Parce qu'à chaque fois, Elliot, il réussit à libérer les gens. Puis le monstre, il ne se nourrit pas nécessairement physiquement de nous, il se nourrit de notre désespoir, de notre peur. C'est pour ça qu'il nous garde prisonniers dans un endroit et que là, il faut trouver des solutions à des problèmes parce que notre cerveau fonctionne plus, on vit plein d'émotions et c'est de ça qu'il va se nourrir, le monstre. De cette émotion-là qu'on va vivre très forte et du désespoir quand on ne réussira pas à vaincre une épreuve. Sauf qu'Elliot, il a déjoué à plein de reprises dans la dernière année et le monstre n'a pas pu manger. Donc là, il se dit, je vais faire un dernier grand coup, je vais essayer de manger Elliot, je vais me venger au party de fin d'année à l'école. Puis là, moi, ça m'a fait penser, le party de fin d'année à l'école, c'est le moment où c'est comme, enfin, l'école est finie, enfin, on peut faire la fête, on va tomber en vacances. C'est comme le moment où tu es super joyeux parce que l'école est terminée. Mais là, si tu restes prisonnier de l'école, ton désespoir est comme encore plus fort, tu es comme encore plus triste de rester prisonnier de cet endroit-là parce que tu tombais en vacances. Fait que là, je me suis dit, oh, ça permet au monstre de se dire qu'il va avoir beaucoup de nourriture cette fois-là. Sauf que d'habitude, dans les romans, c'est la famille d'Eliott qui est prisonnière. Et là, la famille n'est pas là, c'est l'école. Mais c'est pas grave parce qu'il y a plus de nourriture, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, beaucoup plus que la famille d'Eliott. Donc, je me suis dit, c'est ça. Elliot, il va avoir à se promener dans l'école puis à libérer des gens. C'est aussi simple que ça. Le monstre, au début du roman, nous parle. Il nous dit, j'ai faim, j'ai pas pu manger. Et il fait la liste un petit peu des autres occasions où il s'est nourri d'êtres humains, parce que c'est tout le temps ça qui fait se nourrir du désespoir en gardant les gens prisonniers. Donc, au début du roman, je fais une énumération de différentes options d'écriture. Prisonnier de la caverne, prisonnier du château médiéval, prisonnier de la grande traversée vers l'Amérique, prisonnier des grandes plaines américaines. Tu sais, il y a comme une liste de tous les moments où le monstre a mangé des gens en les gardant prisonniers. Fait que là, tu vois, c'est comme une façon brillante de dire, hey, si jamais, là, on pourrait peut-être faire d'autres suites qui ne seraient pas avec Elliot, qui seraient avec d'autres personnages, mais avec le monstre qui serait là comme lien entre les affaires. Ah, on ne sait jamais. Donc là, je me dis, OK, c'est comme ça que je commence. Le monstre va nous dire à nous, les lecteurs, qu'il a faim. Puis après ça, on va aller au party de fin d'année à l'école, qui commence avec une genre de chasse au trésor. Et Elliot arrive à l'école, il voit les jeux gonflables dehors, puis ce genre d'affaires-là, les activités extérieures. Il rentre à l'intérieur. Tous les élèves sont réunis dans le gymnase et on leur apprend qu'il y a une chasse au trésor dans l'école. Évidemment, la chasse au trésor, pour Elliot, elle ne sera pas comme celle des autres. Donc, après quelques minutes, quand les équipes commencent à partir à la recherche de leurs affaires dans l'école, Elliot se retrouve seul dans le gymnase de l'école, petit clin d'œil à prisonnier du gym, et le monstre lui parle. Le monstre apparaît et lui dit « Je vais te manger cette fois-ci, tu ne réussiras pas à survivre. » Et Elliot, il est comme surpris parce qu'il se dit, il pensait que c'était fini, lui, là qu'il n'y avait plus d'épreuves à faire, qu'il n'y avait plus de monstres qui allaient intervenir, mais il se dit, j'embarquerai pas. Il se nourrit de ma peur. Je vais juste lui dire que ça ne m'intéresse pas son affaire. Et c'est quand le monstre lui dit qu'il va manger tous les autres élèves qu'Eliott se dit, OK, mais là, je peux peut-être essayer de sauver les élèves. Et Eliott se donne le pouvoir de négocier avec le monstre et il lui dit, écoute, je ne ferai pas une épreuve par élève dans l'école. Je vais accepter ton jeu. Je vais accepter de mettre ma vie en danger pour toi, à condition qu'à chaque épreuve, je libère un groupe d'élèves, un niveau scolaire. Et le monstre accepte de négocier ça. Évidemment, c'est un monstre. Fait qu'il y a une petite arrière-pensée en arrière, mais Elliot est content quand même que le monstre accepte son deal. Donc, ça commence. Premier indice, Elliot comprend qu'il doit se rendre à la conciergerie, le local du concierge, dans lequel il y a un immense frigo. Je ne sais pas si dans votre école, il y a ça encore, mais moi, quand j'étais au primaire, à la récréation, on recevait un petit berlingot de lait, un petit contenant de lait à boire pour nous aider à renforcer nos os puis nos dents. Fait que c'était vraiment un privilège, vraiment le fun là, de pouvoir être l'élève qui va chercher la caisse de lait, qui l'amène dans la classe pour faire la distribution. Je me souviens de ça, ça m'est arrivé quelques fois de pouvoir le faire et j'étais très content. Alors, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être utiliser ça. C'est une série de romans qui est basée sur les jeux de mots, hein, beaucoup des blagues avec des jeux de mots. Puis là, je me suis dit, OK, il y a un frigo à lait dans la conciergerie, mais c'est pas un frigo avec du lait dedans. C'est avec des élèves qui sont laids. C'est des laits, L-A-I-D, et non pas L-A-I-T. Tu comprends?
Là, je me suis dit, OK, ça va être un frigo, ça a rapport avec les élèves qui sont laids. Et là, en l'écrivant, je me suis rendu compte que c'était pas le fun, ça, ce critère-là de la beauté, parce que c'est très, très. Tu sais, c'est pas universel, là. Et, tu sais, c'est quoi être laid? Je voulais pas non plus rire de certaines personnes, tu sais, puis là, je me sentais pas bien dans cette idée-là, jusqu'à ce que je me dise, tiens, au lieu d'être la laideur physique, ça pourrait être que c'est des élèves qui ont des mauvais comportements, qui se retrouvent dans le frigo à lait. L'autre affaire, c'est que moi, je me souviens d'une certaine époque, pas parce que je l'ai vécu, mais parce que j'ai déjà vu ces affaires-là. Aujourd'hui, s'il y a un enfant qui disparaît, on a Internet, puis la télé, puis la radio, puis les journaux pour essayer de diffuser l'image de l'enfant puis le retrouver. Mais avant que tout ça existe, si tu regardes des vieux films ou des films qui parlent d'une époque ancienne, quand les enfants étaient disparus, la meilleure façon de rejoindre les gens qui habitaient pas loin de là, dans la région où l'enfant était disparu, c'était d'imprimer la photo de l'enfant sur les pintes de lait, sur les contenants de lait que les gens pouvaient acheter, que les gens avaient dans les maisons. Donc là, tu voyais la photo de l'enfant, comme ça, si tu le voyais dans la rue après, tu vas peut-être le reconnaître et faire comme oh, l'enfant est disparu, il est ici. Donc là, je suis parti avec ça. Je vais avoir un frigo à élèves lait, donc les élèves qui ont un mauvais comportement, et leur visage pourrait être imprimé sur les pintes de lait. Et là, il faut qu'il trouve comment faire pour libérer les élèves qui sont prisonniers là. Je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Et là, je me suis dit, conciergerie, peut-être qu'il y a aussi un sous-sol à l'école qui est lié à ça. Dans le sous-sol des écoles, souvent, ou dans le local du concierge, il y a la fournaise, l'endroit où on fait chauffer l'école. Et là, je me suis dit, OK, peut-être que le concierge, il fait cuire des élèves. C'est une blague que je fais souvent quand je vais dans les classes, là, de parler de ce genre d'idée-là, les profs, ils mangent les élèves qui sont absents, sont pas vraiment absents, en fait, c'est parce qu'ils ont été cuisinés, ces élèves-là. Je fais souvent ce genre de blague-là dans mes animations, parce qu'on développe des idées, puis j'amène cette espèce de perspective-là que, peut-être qu'il y a des choses cachées comme ça qui se passent. Fait que là, je me suis dit, tiens, je vais faire un clin d'œil à ça. Fait que Elliot descend au sous-sol du local du concierge pour aller à la fournaise, et il y a des élèves en train de se faire cuire. Il y a une recette dans le livre de comment faire fumer des enfants au sirop d'érable pour que ça goûte bon. Fait que j'ai pris une vraie recette que j'utilise pour faire du saumon fumé, sauf que là, c'est pour faire des gamins fumés à l'érable. Donc, la recette, elle est là. Évidemment, en blague, toujours, c'est ça l'idée. Et là, il faut qu'ils trouvent comment libérer les enfants avant qu'ils soient cuits. Et finalement, là, je ne peux pas dire comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. On peut libérer les élèves et whoop, ça veut dire qu'il y a un niveau complet qui est libéré. C'est ça le principe. On continue avec, dans le fond, à chaque fois, Elliot obtient une clé de la personne qui est là et un indice pour aller à la prochaine étape, parce que c'est un jeu en théorie, fait qu'il y a des indices pour l'amener d'une pièce à l'autre. Donc, deuxième indice, ça l'amène au secrétariat. Un aria, c'est une pièce de musique. Fait que là, je me suis dit, dans le secrétariat, il faut que j'aille jouer avec la musique. Donc, j'ai amené dans cet endroit-là, quand Elliot arrive, il y a des élèves qui sont là avec la prof de musique et Elliot se fait dire, t'es pas prêt pour le spectacle. Donc, il doit trouver quelle chanson sera interprétée par les élèves. Parce qu'il y a des costumes et il doit choisir le bon costume. C'est comme ça qu'il va déjouer le piège. C'est le secret aria. Donc, la chanson secrète. La chanson secrète. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la pandémie, on vous a peut-être dit, quand vous lavez vos mains, chantez Bonne fête 2 fois, puis ça va donner le bon temps. C'était comme la chanson du lavage de mains. Fait que là, je me suis souvenu que mes enfants, souvent, on mettait un sablier pour qu'ils se brossent les dents pour avoir le bon temps. Puis là, je me suis dit, je pourrais prendre cette affaire-là, la chanson pour avoir le bon temps. C'est la chanson secrète que la prof de musique enseigne aux enfants. Et voilà, c'est comme ça, le secrétariat, donc la chanson secrète, c'est comme ça que ça se développe dans le secrétariat. L'idée, là, c'est qu'Eliott, je veux qu'il explore des lieux dans lesquels on ne va pas souvent dans l'école, des lieux que vous connaissez, qui sont là, que vous avez peut-être déjà visités, mais que vous ne fréquentez pas nécessairement souvent. Le secrétariat, vous y allez à l'école, voir la personne qui est secrétaire, là, ça vous arrive, mais aller de l'autre côté du comptoir, peut-être pas. Donc, c'est un peu ça l'idée de la conciergerie. Vous savez peut-être il est où le local du concierge, peut-être que vous avez déjà vu à l'intérieur, mais fort probablement que vous n'avez pas exploré cet endroit-là. C'est ça l'idée, c'est d'aller chercher des lieux comme ça que vous connaissez, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Fait que là, le bureau de la directrice est à côté du secrétariat. Ça, c'est la prochaine étape.
le bureau de la dictatrice et non pas de la directrice. Un dictateur, c'est quelqu'un qui donne des ordres. C'est quelqu'un que si tu ne l'écoutes pas, tu es dans le trouble, pas mal plus. Donc là, la directrice, c'est une dictatrice. Elle est habillée comme dans l'armée et elle donne des ordres. C'est comme un peu le local de retenue qui est dans son bureau en même temps. Et là, Elliot, quand il rentre, il n'a pas le choix, il doit s'asseoir avec les autres élèves. Et là, la directrice dictatrice, elle donne des ordres. Puis si tu n'écoutes pas les ordres, tu disparais. Et là, Elliot, il se dit, comment je vais faire pour déjouer ça? Parce que si j'écoute pas les ordres, je vais disparaître. Donc, j'ai pas le choix d'écouter les ordres. Comment je fais pour m'en sortir? Et il réalise qu'en fait, la directrice, elle joue à Jandy. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais quand quelqu'un dit quelque chose, tu dois le faire. S'il a dit Jandy avant. Et s'il l'a pas dit, tu le fais pas. Fait que c'est un genre de jeu de même, c'est une twist comme ça qu'Elliot réussit à défaire. Fait que tu vois, c'est construit comme ça. À chaque épreuve, à chaque endroit, il y a un twist dans le lieu et Elliot doit trouver la solution au piège. Là, je vous donne juste un aperçu de la chose. Mais moi, là, quand j'écrivais ça, j'essayais de penser à l'école primaire où moi je suis allé, à l'école primaire de mes enfants. Mes enfants sont allés dans 2 écoles primaires différentes en plus, donc j'avais beaucoup de lieux à travailler. Et comme je vais dans beaucoup d'écoles, je suis allé chercher des images dans ma tête d'écoles où je suis allé. Fait après ça, les services aux élèves. Tu sais, là, dans votre école, il y a peut-être des TS. Il y a peut-être des psychoéducateurs, éducatrices. Il y a peut-être même un ou une psychologue, un ou une infirmier, infirmière. Il y a des gens comme ça qui sont là pour votre bien-être, votre bien-être, qui vous rendent des services, qui sont là pour vous encadrer, pour vous aider. Fait que là, souvent, leurs bureaux sont dans une partie de l'école, puis peut-être que vous n'êtes jamais entré dans leur bureau. Fait que là, je me dis, OK, j'ai ça, le local de la psychologue ou du psychoéducateur, psycho, comme dans psychopathe, comme dans genre on torture des gens. Fait que là, Elliot, en s'aventurant dans ce corridor-là, va se retrouver avec des tortures. Et ce qu'il n'aime pas beaucoup, Elliot, c'est le sport. Donc, il va se retrouver avec des tortures sportives, entre autres, dans les choses qu'il y a là. Ensuite, c'est le corridor des sévices aux élèves et non pas des services aux élèves, donc avec des dangers à l'intérieur. Ça va l'amener, là, je ne vous donnerai pas tous les détails, là, je vais accélérer un petit peu. Ça va nous amener à la bibliothèque. Et là, tu vois, j'avais un bug. La bibliothèque, c'est un lieu que vous fréquentez, je le sais. Dans votre école, s'il y en a une, vous y allez. Vous allez voir, il y a des livres, vous pouvez les emprunter. Mais là, je voulais utiliser la bibliothèque parce qu'on est dans un roman, mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Malheureusement, je ne voyais pas de jeu de mots à faire avec ça. Je me suis dit, ah, ben là, je pourrais prendre tech, puis mettre quelque chose là, en avant. Tech dans le sens de bibliothèque, c'est biblio pour livre, puis tech pour on les met tout ensemble. C'est un petit peu comme ça que je le voyais. Fait que je me suis dit, ah, je pourrais avoir, je ne sais pas moi, la rhinothèque, c'est des rhinocéros, mettons, qui ont à l'intérieur. Ce genre de. J'essayais de trouver, là, je ne trouvais pas. Puis à un moment donné, j'ai allumé que bibliothèque. Il y a bliothèque, puis là, j'ai pensé à oubli, l'oubliothèque. Quand tu rentres dans l'oubliothèque, tu oublies des choses. Tous les livres représentent ta mémoire et si on détruit des livres, tu perds des souvenirs. Ah, tiens, ça, c'était une option intéressante. Mais là, je me suis dit, je peux aller plus loin que ça. Parce que là, on est dans un roman de la collection Zèbre. Il y a plein d'autres romans dans la collection Zèbre. Donc, peut-être que je peux jouer avec les romans de la collection Zèbre. Fait que là, j'ai fait la liste des romans de la collection Zèbre, comme par exemple La plus grosse poutine du monde, L'après-monde, Lâcher les chiens, L'ombre du gardien, Les corneilles de diable vert. Il y en a beaucoup, là. La face cachée du clown. J'en ai lu plein là-dedans. Un parfum de fausse nouvelle aussi, peut-être que vous connaissez. Donc, j'en ai lu tout plein dans ces romans-là. Fait que là, j'ai fait la liste et j'ai essayé de trouver des titres alternatifs, des espèces de titres bizarres. Fait que, par exemple, la plus grosse poutine du monde, ça aurait pu être la plus rose poutine du monde. Tu sais? Ouais, c'est une affaire de dessert. Je ne sais pas, j'essaie de trouver. Et là, ce que j'ai fait, c'est que quand tu rentres dans la bibliothèque, avant de rentrer, tu dois choisir l'univers qui va être le décor de la bibliothèque, parce que souvent, les bibliothèques d'école sont décorées avec des thèmes. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre ça. Fait que là, quand Elliot arrive à ce moment-là, il a un choix à faire entre 4 romans de la collection Zèbre que j'ai modifiés. Et on a même fait les fausses couvertures de livres de la collection Zèbre pour pouvoir choisir.
Donc, l'âpre monde, le jeu qui vissait ma peau, lissait les chiens et la face cachée du clone. Et là, je voulais que les illustrations fassent peur, sauf peut-être le clone, parce que c'est l'option qu'on choisit. Tu sais, tu veux pas aller dans un monde où tu vas te faire râper, tu veux pas aller dans un monde où tu vas te faire visser, tu veux pas aller dans un monde où tu vas te faire brûler par un fer frisé. Donc, la face cachée du clone, c'est ce qui est choisi. Donc, Elliot, quand il rentre, il y a plein d'Elliot dans la bibliothèque. Il y a plein d'autres Elliot qui sont là et qui sont en train de détruire des livres. Et Elliot perd la mémoire, perd des souvenirs. Il est plus capable de réciter les planètes. Il est plus capable de faire certains calculs. Il y a des mots qu'il oublie, il y a des concepts qu'il oublie. Et il se dit, je dois traverser le plus vite possible pour ressortir de l'autre côté de l'oubliothèque avant de tout perdre mes souvenirs. Et moi, je me suis pris une petite note quand j'ai écrit ça, de m'assurer que plus tard dans le roman, il y ait des mots qu'Eliot, il ne sait plus. Il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi faire. Et c'est comme ça que je l'ai développé tranquillement. Voilà. Fait que là, l'oubliothèque, il me restait un endroit, le salon du personnel. Le saloon du personnel, avec un duel de cow-boy, tu sais, avec le prof qui est là. Fait que c'est un petit peu comme ça que je l'ai construit. Et là, je me suis dit, ça me prend un duel, tu sais, un duel de cow-boy. Mais là, je voulais faire des fusils dans mon roman. Fait que ça m'a fait penser qu'à chaque fin de roman, il y a quelque chose avec la bouffe. Dans Prisonnier des Gym, il y a un smoothie de la victoire à boire. D'ailleurs, le smoothie de la victoire, la recette est dans le livre. Je vous invite à l'essayer. C'est dégueulasse. Je l'ai bu avec des élèves. Et j'ai vraiment trouvé ça dégueu. Ensuite, à la fin de Prisonnier du centre d'achat, il y a le lait de poule qu'on doit boire pour pouvoir sortir. À la fin de Prisonnier de la cabane à sucre, il y a la tire d'érable. Donc, il y a toujours un truc, un défi avec la bouffe. Fait que là, je me suis dit, ça va être ça, le duel, le cowboy, ça va être avec la bouffe. Il va avoir à manger l'affaire la plus amère. Donc, le café, genre le plus fort au monde. L'affaire la plus acide, l'affaire la plus épicée et l'affaire la plus sucrée au monde. Pourquoi le sucre? Elliot, il est diabétique. Le sucre, ça peut le tuer. Vraiment. Donc, il doit réussir à survivre à ça pour pouvoir être libéré, obtenir la dernière clé et pouvoir sortir de l'école. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'école, c'est une bâtisse, mais c'est aussi un terrain. Fait que lorsqu'il va sortir de l'école, c'est peut-être pas fini. Et là, je ne dirais pas là, exactement tout, évidemment, là, mais l'idée, c'est ça. Et d'ailleurs, mon garçon voulait que je souligne sa participation à tout ça. Donc, mon fils Hubert, qui est en 4e année à l'école Curé-Brassard de Nicolette, m'a donné une superbe idée à utiliser dans une partie du roman, qui est la dernière partie du roman, où il y a des gens qui sont enterrés et où on doit les déterrer. Donc, on doit déterrer des gens. Tu verras si tu lis qu'est-ce que ça veut dire. C'est un petit peu comme ça que ça s'est construit, prisonnier de l'école. C'est ces idées-là en cours de route que j'ai utilisées. Et l'idée à la fin, c'est que non seulement Elliot, il veut survivre, mais il comprend en cours de route qu'il faut que ça arrête. Il faut que là, le monstre, il est faible, il a faim, il n'a pas mangé, il est moins fort. Donc, peut-être que c'est l'occasion pour Elliot d'éliminer le monstre. C'est peut-être l'occasion pour Elliot de s'assurer que le monstre ne peut jamais recommencer. Et là, c'est pas juste de survivre et de sortir et de libérer tout le monde. C'est d'éliminer le monstre. Pour pouvoir finir avec une fin, le monstre, il ne peut pas revenir en théorie parce qu'à la fin, Elliot, il l'élimine. Fait que là, à la fin, c'est écrit fin. Et là, il y a une petite note en bas de page. Et c'est écrit, cette fois-ci, c'est vrai. Moi, au début, je voulais qu'on mette un petit clin d'œil à la fin de la phrase. C'est pour faire comme c'est vrai, puis laisser la porte ouverte. Mon éditeur il m'a dit, ah non, on va mettre une vraie fin, là, on ne veut pas que les gens y pensent qu'il va en avoir un autre, et tout ça. Mais dans toute la promo, si tu vois le signet de ça, là, si tu reçois le signet, tu vas voir que c'est écrit la fin ou pas d'une série. Fait que là, il y a peut-être une porte ouverte. Fait que là, est-ce qu'il pourrait y avoir une suite à Prisonnier de l'école? Est-ce qu'on pourrait faire un 5e roman? Je suis certain que vous avez des idées de où on pourrait aller avec ça. Je m'en fais donner là, dans les écoles tout le temps. Hein? Prisonnier, je ne sais pas moi, prisonnier de l'aréna, prisonnier du camp de vacances, prisonnier de la plage, prisonnier de la maison hantée. Ah, pourquoi j'ai pas fait un truc avec une maison hantée ou un cimetière dans cette série-là? La raison, elle est très simple. Moi, je suis très fier d'avoir fait une série de romans d'horreur humour, première chose. 2 affaires, 2 émotions que j'aime beaucoup travailler. J'aime quand c'est drôle, j'aime le petit stress aussi quand je lis.
Fait que là, j'aimais ça, pouvoir travailler ces deux affaires-là. Pouvoir avoir des affaires qui font un petit peu peur, qui sont stressantes, et la libération qui est humoristique. Donc, je suis très content d'avoir pu travailler sur ces deux affaires-là, mais ce qui me rend plus fier encore, c'est d'avoir fait des histoires qui font un peu peur dans des lieux qui ne sont pas associés à la peur. C'est très cliché, très facile d'imaginer qu'une histoire de peur se passe dans un cimetière, dans une maison abandonnée, dans un lieu qui a l'air hanté, dans un. Tu sais, il y a des endroits comme ça qui font peur d'avance. Mais un gym, un centre d'achat, une cabane à sucre, une école, c'est pas des lieux qui font peur. Des histoires dans des écoles, il y en a. Des histoires pour enfants qui se passent dans un centre d'entraînement, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en ai fait deux, en fait. Du gym et un problème de taille aussi qui se passe dans un gym, qui est un roman plus humoristique, là, encore plus, un petit peu moins épouvante, mais qui existe si jamais ça vous intrigue, vous pouvez découvrir ça. Un problème de taille, c'est aussi un truc qui se passe dans un gym. Après ça, il y a le centre d'achat. Donc, là, le centre d'achat, je ne sais pas si vous le savez, mais en horreur, on l'utilise des fois. Il y a une superbe histoire de zombies, le jour des morts, qui se déroule dans un centre d'achat. Ça a été réutilisé par après. C'est après que j'ai écrit ça, là, mais Stranger Things, série télé d'horreur, ont utilisé le centre d'achat dans une saison. Ils l'ont utilisé vraiment beaucoup. On peut aller jouer dans le centre d'achat, dans les romans d'horreur, mais bon, j'étais content de le faire avec Noël, d'aller jouer sur les clichés de Noël avec ça. Les années de la cabane à sucre, il y a des romans de cabane à sucre, il n'y en a pas vraiment au Québec. Fait que c'était vraiment le fun de pouvoir le faire. Je comprends pas. La cabane à sucre, c'est très typiquement québécois, là. Dans Prisonniers de la cabane, on rencontre plein d'affaires d'ici, là, tu sais, les bûcherons qui ont peur du diable, comme on a dans notre histoire pas si lointaine, le grand repas en banquet, la bouffe traditionnelle, toutes les aventures de cabane à sucre, c'est des trucs très, très d'ici. Je suis très content d'avoir pu utiliser ça, puis d'avoir pris cette liberté-là. Fait que je suis très content d'avoir utilisé ces affaires-là, tu sais. L'autre chose que je suis très fier d'avoir fait dans cette série-là, par rapport surtout au dernier roman, Les années de l'école, c'est que le thème de l'école, il est facile à utiliser quand tu écris pour les enfants. C'est un lieu où vous connaissez beaucoup. C'est un lieu dans lequel vous vivez pratiquement. Vous fréquentez énormément l'école. Vous passez beaucoup d'heures là-bas. Mais je trouve ça intéressant d'avoir utilisé la dernière journée d'école. On ne l'utilise jamais, cette affaire-là. Et pourtant, c'est tellement important pour vous, cette dernière journée d'école-là. C'est un point de bascule que vous vivez à chaque année et qui est vraiment primordial dans la vie d'un élève, le moment où l'école est terminée et où on a un congé de ça. Il y a peu de romans, je pense, j'en ai lu beaucoup, moi, de la littérature jeunesse là, dans les 20 dernières années, puis il y a peu de romans qui utilisent ce moment-là de l'année scolaire. La rentrée scolaire, on a beaucoup de romans qui se déroulent là. Le congé de Noël, il y a beaucoup de romans qui se déroulent là. Mais la dernière journée d'école, c'est un petit peu plus rare. On a souvent des romans qui se passent l'été, mais des romans qui se passent pendant la dernière journée d'école, c'est assez rare. Donc, j'étais très content de faire ça avec Prisonniers de l'école. Et on a des amis qui reviennent. Et en fait, là où je m'en vais avec ça, c'est que moi, j'ai réalisé en réfléchissant à ce que j'allais vous raconter ce matin que j'ai déjà utilisé la dernière journée d'école aussi. J'ai une série de romans qui s'appelle Maxime Superpuissante, qui commence aussi à la dernière journée d'école. Dans Maxime Superpuissante, on suit Maxime, 12 ans, qui finit sa 6e année et qui se retrouve qui vit dans un univers où il y a des super-héros. Elle n'a pas de pouvoir et elle obtiendra cette journée-là des pouvoirs. Et ça lui amènera surtout des problèmes. Elle se retrouvera à être la seule personne capable d'arrêter le super, super vilain qui veut tout dominer. Mais c'est une série d'actions, d'aventures pour les enfants à partir de 8 ans, pour les 8-12. Là. Et ça joue aussi sur l'humour. Moi, j'aime beaucoup aller jouer sur l'humour. Fait qu'il y a plein de super-héros avec des pouvoirs bizarres là-dedans, avec des pouvoirs complètement inutiles que Maxime va rencontrer en cours de route. Mais c'est une série qui est construite pour parler de super-héros et de parler des fois des choses qu'on voit moins. Donc, comment à la maison on gère ça, avoir des super-pouvoirs, par exemple. Donc, cette série-là, elle est sortie au début de la pandémie. Donc, c'est une série de romans qui n'a pas tant atteint son public. Ce qui est un peu bizarre, c'est que ça vise sensiblement la même clientèle, les deux séries, mais Prisonnier, ça a vraiment marché. Alors que les Maximes, je pense qu'ils sont intéressants, ont moins fonctionné. C'est une série de 4. C'est pas interminable, là. Comme Les Prisonniers, c'est une série de 4. Et
règle générale, le commentaire qui revient le plus, c'est les élèves ne veulent pas qu'on arrête de lire quand on lit ça en classe. C'est ce que les parents me disent aussi quand leurs enfants lisent le premier. Ah, faut absolument ils veulent absolument lire les autres parce qu'ils sont embarqués, puis c'est de l'action, c'est de l'aventure, puis c'est punché, puis c'est le fun. Fait que moi, je veux juste, les profs, vous inviter peut-être à vous procurer pour votre classe le premier, à le lire en groupe peut-être, et d'après moi, vos élèves vont accrocher et vous allez devoir lire les autres après. Mais, tu sais, si vous avez un petit peu de budget d'achat de livres, donnez-lui sa petite chance. À ma Maxime, un roman de super-héros qui s'adresse autant aux garçons qu'aux filles. C'est ça aussi, c'est pas typé garçon comme d'habitude les super-héros le sont. C'est pas trop typé non plus cliché fille. C'est vraiment, ça joue pour tout le monde dans cette série-là. De la même façon que Elliot, c'est un personnage qui est un garçon, mais qui atteint tout le monde. Donc, voilà, c'était mon petit hiatus sur Maxime, qui est ma petite super-héroïne préférée. Voilà, et je vais aller aux questions. Donc, attends un petit peu. Tristan veut savoir à quel âge j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire, Tristan, quand j'avais 12 ans. J'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ans parce que j'ai lu un livre dont j'ai pas trouvé la suite. Là, j'ai commencé à imaginer la suite moi-même. Puis je me suis dit, ah, c'est le fun de faire ça. J'ai commencé à écrire des histoires avec ça, simplement. Maëva nous suggère un titre, La grotte aux souvenirs. Très bon titre, Maëva. On garde ça en mémoire, peut-être un jour, tu verras. Ah, la cathédrale, dans la classe de Mme Mélanie Caron. Oui, prisonnier de la cathédrale. J'avoue que l'église, la cathédrale ou un lieu comme ça serait assez fou parce que les élèves ne connaissent pas tant cet endroit-là, tu sais, souvent. C'est très mystérieux. Effectivement, c'est un endroit où on n'a pas souvent d'histoire, puis je pense que ça pourrait être très pertinent comme endroit à utiliser. Merci beaucoup de l'idée. Là, en passant, là, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais moi, j'en ai une idée de suite. En fait, j'en ai deux. Je pense qu'il pourrait avoir un cinquième roman si le monstre n'était pas tout à fait mort ou si d'autres monstres de son univers de monstres là, décidaient de le venger et attiraient Elliot dans l'univers des monstres. Et que là, ce ne soit plus Elliot qui est ici en train de se débrouiller pour sortir d'un endroit. C'est Elliot qui est pris dans un autre monde, dans une espèce d'univers alternatif, et c'est à lui d'essayer de trouver la solution pour sortir de là. Fait que moi, j'aimerais, je l'ai proposé à mon éditeur déjà, là, je lui ai dit, j'ai une idée pour un 5e volume si tu veux. Mon autre idée de suite, concrète, ça serait de faire un roman qui se passe, mettons, 5 ans plus tard. Quand Elliot est rendu un ado, il est à Polyvalente, il a les bras trop longs, il est comme un peu plus, il a une petite moustache de duvet, tu sais, il a son scooter, mettons, là. Puis qui se retrouve prisonnier à quelque part, là, genre à la cathédrale, mettons. Puis que là, mais là, c'est un truc d'ado. Ça pourrait être un peu plus action-aventure, un petit peu moins peut-être humour, un petit peu plus dangereux pour vrai. Fait que peut-être qu'un jour, on va pouvoir faire ça dans une collection plus pour ados. Chad, tu veux savoir combien de livres j'ai écrits? Mais je vais te dire, j'ai publié une 60aine de romans. Prisonnier d'école, c'est pas mal mon 60e à peu près livre. Il y a des documentaires à travers tout ça, il y a plein de trucs. J'en ai écrit beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de livres qui ne sont pas publiés, qui ne seront peut-être jamais, mais qui existent. Qui existent dans mon ordi, qui existent dans ma tête, mais qui ne sont pas des livres que tu peux lire. Dans le cas de Mme Catherine, on demande quel est mon roman préféré. Mon roman préféré de tous les temps pour lire, c'est une bonne question. Là. Dans ce que j'ai écrit, je pense que mon roman préféré, c'est Prisonnier de la cabane à sucre, honnêtement. J'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler ça. Sinon, Nosophobia, qui est un roman pour les 6e années, pour les ados. C'est des romans que je suis très content d'avoir écrit, que je suis très content d'avoir travaillé. Dans ce que je lis, je dirais que mon roman préféré de tous les temps, c'est peut-être Le prisonnier du ciel de Carlos Zafón. Mais tu sais, je lis beaucoup, fait que j'en ai tout le temps des préférés qui changent règle générale. Anaïs, tu voudrais faire prisonnier de la rentrée scolaire? C'est ce que je comprends? Écoute, peut-être un jour, on ne sait pas, ça serait drôle quand même qu'il y ait une espèce de bascule puis qu'on le fasse à l'envers. Pourquoi pas? Dans le cas de Mme Julie, on va savoir est-ce que j'écris, comment j'écris. Moi, je fais mes plans ou ma réflexion, je note mes idées, ce genre d'affaires-là, là-dedans, dans des cahiers. Mon plan de match de ce matin, il est là-dedans, comme quand je prends mes plans de match de roman. Puis après ça, j'écris directement à l'ordinateur. Sinon, c'est trop long puis c'est interminable. C'est la question suivante, là. Ça prend combien de temps écrire un livre? Moi,
Pour l'écriture, je me donne 2 mois à peu près, là, entre 6 et 8 semaines pour l'écriture. Après ça, je le relis, je le corrige, je le travaille, puis je l'envoie à mon éditeur. Puis avec l'éditeur, on fait d'autres questions, on fait d'autres, tu sais, il me demande des modifications, j'améliore, puis tout ça. Fait en tout et pour tout, tu sais, la partie écriture et réécriture et correction, ça peut prendre à peu près 6 mois. Après ça, il y a le temps que le livre soit prêt, puis tout ça. Fait que, règle générale, entre le moment où je commence à écrire puis le moment où le livre sort, il se passe 1 an à peu près. Mais là-dessus, moi, je ne suis pas tout le temps en train de travailler là-dessus. Moi, dans mon horaire, je me donne 2 mois par roman, 4 fois par année. Donc, l'idée, c'est d'écrire 4 romans plus les documentaires à travers tout ça. Mais c'est ça, je ne respecte pas souvent cet horaire-là. Et oui, Prisonnier du camp de jour, c'est sûr que ça serait intéressant, mais peut-être que je peux faire une histoire qui se passe dans le camp de jour sans prendre Elliott. Tu sais, je peux peut-être aller chercher un autre concept avec ça. Dans la classe de Marilyn, pourquoi, parmi tous mes romans, lequel est-ce que je suis le plus fier d'avoir écrit? Le roman qui me rend le plus fier? Oh, c'est une bonne question. Ben, Prisonnier de la cabane à sucre parce que c'est exceptionnel comme roman, dans le sens où il n'y en a pas beaucoup, des romans de cabane à sucre. Nosophobia parce que c'est un roman qui marche vraiment beaucoup, qui est beaucoup lu, qui est beaucoup acheté, qui est beaucoup lu en classe, dans beaucoup d'écoles et qui vient de reparaître en Europe aussi. Fait que là, ça veut dire que c'est un roman qui conquiert le monde tranquillement. Ça me rend très content. Sinon, je suis très fier d'avoir fait des frissons aussi parce que c'était un beau défi de faire ça. Je suis très fier de faire des romans dont vous êtes le héros parce que je trouve ça vraiment difficile à faire, là. Je ne suis pas assez planifié, moi, dans la vie pour pouvoir écrire ce genre d'histoire-là, puis je suis capable d'en faire. Ça me surprend toujours à chaque fois. Fait que, il y en a beaucoup, là. Vous irez voir mathieuauteur.com. Tous les livres sont là jusqu'à l'automne passé. Il faut que je le mette à jour bientôt, là, mais vous pouvez aller voir. Puis, je suis très fier de faire des documentaires aussi. C'était un rêve pour moi de faire des documentaires pour enfants. Je suis très content de pouvoir en faire quelques-uns par année. Mes 2 premiers albums documentaires vont paraître cet été, Si j'étais un crabe et Si j'étais un panda. Je suis très fier d'avoir fait ça aussi. Et là, je suis en train de travailler sur Si j'étais une abeille. Voilà. Merci, Mme Pascal. Bonne journée. Bye-bye. Prisonnier de l'écran, j'avoue, Guillaume, que c'est une bonne idée dans la classe de Mme Mélanie, mais j'ai fait une série qui s'appelle Destination Finale qui joue sur les jeux vidéo qui avalent les enfants, là, un peu si tu veux. Puis dans la collection Zeb, il y en a un qui vient de sortir l'année passée qui s'appelle Le jeu qui voulait ma peau. Il y a aussi Gladiateur virtuel qui va jouer sur ce thème-là. Fait que si tu aimes les jeux vidéo ou les écrans puis que tu veux un roman qui se déroule là, il y en a déjà. C'est sûr que ma petite twist d'humour pourrait être le fun là-dedans. Dans la classe de Mme Mélanie Caron, est-ce qu'on peut gagner notre vie comme auteur? Est-ce que j'ai un autre travail? J'ai fait beaucoup de choses. Mais depuis 2019, mon travail, c'est ça. J'écris, je rencontre des élèves, je fais des ateliers d'écriture dans les écoles. Donc, on peut gagner notre vie comme auteur. Est-ce que ça veut dire que je gagne ma vie avec les ventes de livres? Non. Comme la majorité des auteurs qui gagnent leur vie avec les livres, je gagne ma vie avec tout ce qui va avec dans mon métier. Fait que, oui, l'écriture de romans, mais oui, les ateliers dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les maisons des jeunes et tout ça, les projets d'écriture autres à côté qu'on m'engage pour faire de l'écriture créative des fois. Fait que, mais oui, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est très, très payant. Puis moi, ça a pris 10 ans à publier des livres avant de pouvoir dire un jour, je me lance et je fais que ça. Merci, Mme Catherine. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette rencontre-là avec vous. Pourquoi j'ai choisi le diabète comme maladie? Parce que moi, je suis diabétique. Donc, j'ai ça. Je sais un peu comment ça marche. Puis, je trouvais ça intéressant d'avoir un personnage diabétique. C'est quand même rare qu'on met ça en scène. C'est comme une espèce de handicap qu'on ne voit pas aussi, là. Ça veut dire que moi, je dois toujours surveiller ce que je mange, prendre mon taux de sucre pour être sûr que ça ne dépasse pas trop, prendre mes médicaments pour ça. Donc, j'avais envie de travailler avec cette maladie-là pour le roman, ce qui m'a permis aussi, en passant, dans Prisonnier de l'école, d'expliquer un peu le diabète, d'expliquer pourquoi ça peut être problématique. Donc, pour Elliott, on a même le petit design là, de quand c'est un enfant que le diabète, comment ça marche. Donc, je trouvais ça intéressant de démystifier ça. Le premier livre que j'ai écrit, Elliott, c'est un livre... Attends, le premier livre concrètement que j'ai fini, c'est un livre qui se passait en Nouvelle-France avec les Français qui arrivaient, qui se retrouvaient pris avec la magie des Premières Nations et qui étaient pris là-dedans. Puis les héros, c'était les gens des Premières Nations qui refusaient de se faire envahir. J'ai écrit ça, j'avais 20 ans à peu près, ce roman-là.
Et non, tu ne pourras jamais le lire parce que c'est pas une très bonne histoire finalement. Bonne journée, bonne fin d'année scolaire, les élèves. Bons examens, vous êtes capables, on va s'en sortir, on va arriver tout le monde. Et je te le dis, là, personne ne va rester prisonnier de l'école.